trouve toujours ça un peu triste. Puis c'est certainement une boutade parce que les gens sont pas caves. Mais quand on fait des sondages auprès des Québécoises, surtout en cette période-ci où les gens, l'inflation, tout ça, bon. Quand on leur demande, c'est important d'avoir de l'argent, qu'est-ce que vous espérez? Comment vous allez faire pour améliorer votre situation financière? Il y a un très fort pourcentage de Québécois qui répond la loto. On va gagner à la loto, pour vrai, ça. J'ai vu le sondage, c'est sûr. Mais oui. Les gens, probablement, qui disent ça plus ou moins sérieux. Dans le fond, quand ils répondent ça d'un sondage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on ne le sait pas. On aurait bien besoin d'une rentrée d'argent supplémentaire d'aller chercher. Bon. Non, ça pousse pas dans les arbres. Ne vous gagnerez pas à l'auto. Je suis désolé, je m'excuse auprès de l'auditeur qui, lui, va gagner. Il y en a peut-être un dans tous les milliers qui nous écoutent. Mais non, vous gagnerez pas. Il y a peut-être des moyens d'aller chercher de l'argent qui dort à quelque part. Non, pas de mine d'or. Rien d'illégal. Peut-être qu'avec une meilleure planification fiscale, avec une meilleure stratégie, il y a peut-être des sommes que vous êtes capable d'aller chercher. Pensez-y, là. C'est vrai, là. Et c'est pas le gouvernement, puis je le reproche pas, qui va venir ici, c'est le ministre du Revenu, et dire « Hey, il va peut-être le faire si je pose des questions, mais il fera pas une tournée, là, pour dire « Attention, il y a des montants qui dorment, vous les récupérez pas, vous avez pas une bonne stratégie. » Ben non. Puis je le blâme pas. Celui, il ramasse ce qu'il a ramassé. Il veut faire de l'argent. Mais nous, on va le faire avec notre prochain invité. Ça va donner peut-être un peu d'espoir depuis quelque temps, puis je suis content de l'avoir fait depuis notre entrevue avec Florence Brouillard sur les entrepreneurs qui connaissent beaucoup de difficultés ces temps-ci, là, les remboursements de prêts, la COVID, la pression. On jase avec Max de Barbecue Québec, puis le lendemain, on avait aussi on parlait aux microbrasseries. En tout cas, bon, il y a plein de domaines où tu as du monde là qui disent Colin, j'aurais besoin d'avoir un petit break un peu. Une meilleure stratégie fiscale. Je m'adresse pas juste aux boss, là. Ça peut être ceux qui gèrent des patrimoines privés, etc. Peut-il vous aider? La réponse est oui. Mais comment faire? Eh bien, c'est là qu'on se tourne vers Jean-Philippe Vézina. Bonjour! Bonjour, en forme? Yes, planificateur financier qui vient nous voir de temps en temps. Puis je sais qu'il y a un webinaire justement ce soir, mais on va essayer d'en profiter un peu puis d'aborder un peu ces thèmes-là. J'ai-tu raison, Jean-Philippe? Il doit y avoir du monde qui nous écoute. C'est un peu frustrant, mais de temps en temps, vous devez le voir, là. Des fois, moi, je pense à ça aussi, mais je sais que je suis bien conseillé, donc ça va. T'as entièrement raison. On laisse-tu dormir, des fois, un peu d'argent? Beaucoup. Puis surtout en fin d'année comme ça, parce qu'on le sait, le temps va vite. Dans un mois, Noël est fini. Ouais. Fait que, les gens coursent, là, les achats, les cadeaux, mais c'est le meilleur moment de regarder pour la planification fiscale, parce qu'il existe beaucoup de stratégies. Puis là, aujourd'hui, je veux qu'on parle tant pour quelqu'un qui est investisseur, quelqu'un qui veut acheter une première maison, quelqu'un qui est retraité, quelqu'un qui a une compagnie. Tout ça, mis ensemble, il y a des exemples concrets sur le terrain qu'on peut améliorer la situation. Puis c'est avant le 31 décembre. On le sait, l'année fiscale de nous tous, au personnel, c'est le 31 décembre. Mais on a tout dans la tête. Quand on parle d'impôts, c'est le mois de mars. C'est mars-avril, les impôts. Mais tu le fais pour l'année 2023. Ça. Donc, les gestes, faut qu'ils soient posés maintenant. Exactement. Mais t'as raison, c'est tellement le tourbillon des fêtes qu'on pense pas trop à ça. Alors que mars-avril, on est habitué. La période des REER en février, la période Toujours. Mais ça, là, c'est là qu'il faut poser des gestes. Exact. OK. Donc, peut-être parce que c'est compliqué un peu le monde des impôts, tout ça, puis des fois, on fait pas tous les efforts nécessaires. Qu'est-ce qu'il faudrait regarder en premier? Ce soir, je suis sûr que dans le webinaire, ça va durer 1 heure, vous allez avoir le temps d'aborder. Quand on va finir l'entrevue, on va vous en reparler, là, ceux qui veulent prolonger. Mais les grandes lignes un peu, là, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme stratégie un peu? Qu'est-ce que les gens devraient regarder? Il y en a plusieurs, puis on va y aller sur différents types de professions, de personnalités. Ouais. Quelqu'un qui veut s'acheter une première maison. Oui. CELIAP. Courez ouvrir un CELIAP. C'est bon, hein? C'est bon, puis le problème là-dedans, c'est que s'il est pas ouvert, on peut pas cumuler la cotisation qu'on n'a pas faite. C'est pas comme le CELI. Le CELI, même si tu l'ouvres pas, parfait, on cumule les années. Le REER, on peut cumuler même aussi. chose. Fait que mais les gens, des fois, faut qu'il soit ouvert pour cumuler le 8 000 Puis on peut reporter une fois dans le fond, dans le sens que si cette année je l'ouvre, l'année prochaine, je vais pouvoir mettre 16 000 Donc 2 fois 8 000 Mais il faut qu'il soit ouvert. S'il n'est pas ouvert, qu'on l'ouvre en 2024, c'est juste 8 000 OK, je comprends très bien. Se dépêcher d'aller ouvrir un CELIAP, même si vous n'avez pas les moyens de cotiser dedans, d'au moins l'ouvrir pour qu'en 2024, vous allez en plus avoir la cotisation que vous n'avez pas faite en 2023. As-tu compris, Phil? C'est-tu fait? Parce que je sais que tu rêves à une CELIAP, première maison. C'est fait? Ah, bravo. Ouais. OK. Parce qu'il faut faire ça, là. Encore plus, pourquoi c'est important, le CELIAP, le RAP, quand on retire l'argent, il faut se qualifier pour faire un RAP. Ouais. Donc, faut pas être propriétaire depuis 4 ans, notre conjointe non plus. Le CELIAP, la différence, c'est quand on l'ouvre, que là, il faut se qualifier. Donc, quelqu'un qui me parle aujourd'hui qui est célibataire, mais que réellement, il y a une conjointe, mais c'est pas une conjointe fiscale, ils l'ont pas fait dans leur déclaration. Courez, ouvrez un CELIAP. Parce que si vous attendez que
vous habitez avec votre conjoint, votre conjointe, là, peut-être que vous serez plus qualifié. Et juste une petite question de même, c'est-tu compliqué ouvrir un CELIAP ou c'est facile, là? Pas du tout. C'est juste d'y penser. Exact. Okay, ça, c'est le premier point. Je veux couvrir d'autres sujets. Je veux pas juste qu'on parle du CELIAP. Mais... Puis même, les gens disent, Jean-Philippe, moi, je suis en location, je vois pas acheter de résidence plus tard. Un CELIAP peut être quand même intéressant. C'est 8 000 de déduction fiscale qu'on va chercher de plus, puis ça touche pas vos REER. Puis si vous achetez jamais de maison, on prend l'argent, on l'envoie dans votre REER. Ouais. Fait que vous venez de bonifier votre REER. Soyez pas trop pessimiste. Je comprends qu'il y a des gens qui analysent leur situation actuelle. J'en entends beaucoup parler chez les plus jeunes un peu. On s'en pourra jamais acheter de maison, les taux d'intérêt. L'économie peut changer. Là. Votre situation à vous peut changer. La situation du marché peut changer. Exactement. Donc, découragez-vous pas. CELIAP, go. Oui. OK. Ensuite, pour les gens qui ont des placements, regardez les pertes en capital. Cette année, ça a été une bonne année. Il y a des titres qui ont très bien performé. Il y a peut-être des titres qui ont moins bien performé. On le sait, si on déclenche dans le non enregistré des pertes en capital, là, je suis hors REER, hors CELI, si on déclenche des pertes en capital, ça, on peut les prendre compte des gains qu'on a fait cette année, dans les 3 dernières années ou dans le futur. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Si vous dites crème le placement, je pense que c'est le temps de changer. On prend la perte en capital, on vient payer moins d'impôts. C'est la seule bonne nouvelle qu'on peut, parce que les dernières années, évidemment, là, on s'est repris pas mal. Là, honnêtement, la dernière année n'était pas pire. Mais on s'entend, Jean-Philippe, que si on remonte à 2-3 ans, puis on fait tout le bilan, là, il doit y avoir des pertes un peu. Ça n'a pas été des super années à la bourse, quoique, comme vous nous l'aviez souvent prédit, c'était en train de reprendre la vigueur, donc c'était pas le temps de sortir. C'est souvent le cas, l'histoire le démontre, mais la seule bonne nouvelle à ces pertes-là, ça peut être ça peut nous aider fiscalement à pas trop payer d'impôts sur le reste. Exactement. Puis tu sais, il y a les années, mais il y a aussi les placements. Tu sais, cette année, le marché américain a surproduit, surtout le secteur des technologies. Le reste, Canada, international, plus ou moins. Fait que peut-être que dans votre portefeuille, même si vous avez connu une année à 15%, peut-être que vous avez quand même des placements qui ont diminué de valeur. Donc, ça peut être bien de déclencher des pertes et prendre des gains. Donc, dans le fond, d'annuler l'impôt pour le futur. Okay. Fait que ça peut être une stratégie vraiment intéressante. Encore plus, si vous avez une compagnie, disons que vous avez une compagnie avec des placements à l'intérieur, mais là, peut-être de déclencher des gains, déclencher des pertes, se verser, là, je veux pas aller trop loin en fiscalité, là, si vous savez que c'est mon dada, là, mais de se verser un CDC. Donc, dans le fond, quand vous déclenchez du gain, il y a une partie qui s'en va libre d'impôt dans votre compagnie. Vous pouvez vous verser des dividendes. Donc, de regarder à chaque année la stratégie CDC, gain en capital, moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure stratégie à faire en fin d'année. Ça aussi, il faut le faire là. Hein? Pour le faire là. Si je fais ça en janvier, février, ça va compter juste l'année prochaine. Fait que si on veut sauver un peu, c'est maintenant qu'il faut faire ça. Puis si on le fait maintenant, tu l'as dit tantôt, le remboursement de primes, le remboursement du gouvernement, on le reçoit dans les premiers mois. Là. Okay, c'est quand on fait le rapport d'impôt. C'est pas comme dans un an. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire. Les pertes des autres années, tu peux les prendre aussi, je pense. Hein? Oui, si on a déclenché les pertes en capital, comme j'ai dit, une perte en capital, tu peux reculer de 3 ans en arrière ou le futur à l'infini. Fait que si aujourd'hui tu déclenches une perte, tu n'as pas eu de gain, tu peux la prendre plus tard à l'infini dans le temps. Mais tu peux même la reprendre pour dans le passé. C'est ça qui est intéressant. 3 ans. Autre stratégie. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, là. On fera peut-être pas le tour, mais il y en a beaucoup, là. Si vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise, votre fin d'année est le 31 décembre. Ce qui pourrait être bien, c'est de vous déclarer un boni, mais de vous le verser en janvier. Je m'explique. Si vous le déclarez tout de suite que vous versez un boni, vous allez avoir une déduction fiscale pour votre entreprise. Ouais. C'est un salaire, un boni. Et vous allez vous imposer personnellement en 2024 parce que vous dites que vous allez le verser en janvier 2024. Donc, on le sait, notre rapport d'impôt, nous, on le fait quand? On le fait l'année suivante. Ouais. Donc, on vient de reporter d'1 an cet impôt-là que monsieur l'investisseur peut prendre l'argent puis l'investir. Okay. Donc, ça va être intéressant, prendre une déduction fiscale tout de suite pour l'entreprise puis s'imposer dans 1 an, donc de reporter l'impôt. On le déclare, mais on le verse. Juste... Faut le verser, si on suit la loi, il faut le verser dans les 180 premiers jours de l'année. Fait que moi, je dis en janvier, on le verse puis il n'y a pas de problème. Il y a des petites questions. Et tout ça est légal. C'est le fun. Ouais. Tu vois qu'il y a des affaires qui... Ça a l'air d'une stratégie, hein, tu le déclares là, mais tout ça est possible quand tu le sais. Mais si on faisait un sondage qui est au courant de ça, peut-être que les résultats seraient gênants. Vas-y. Petite question 25226. Est-ce qu'on peut ouvrir un CELIAP même en ayant déjà une maison pour pouvoir cotiser dans le but de transférer en REER dans 5 ans? Non. Pour ouvrir un CELIAP, il faut passer le test. Puis entre autres, le test, c'est de ne pas être propriétaire dans les 4 dernières années. OK. Ça fait vraiment partie de ça. Exact. C'est les 4 dernières années. Fait que cette stratégie pourrait marcher pour quelqu'un qui est en location, qui va toujours l'être en location. Ça marcherait. De surcotiser, dans le fond, à son REER, si on peut dire. Ouais. Mais sinon, malheureusement, si vous êtes propriétaire, on oublie ça. OK. Donc, on essaie de parler de beaucoup de catégories, que ce soit entrepreneurs, que ce soit les gens qui veulent s'acheter une maison, etc. Je vais rester un peu dans l'entrepreneuriat, puis après ça, on va changer.
de se verser un salaire à sa conjointe ou son conjoint ou un enfant, si elle travaille pour l'entreprise, ça, des fois, on y pense pas. Puis des fois, ça peut être des petites tâches administratives. Si votre conjoint travaille pour vous, fait quelques tâches d'administration, genre les courriels, ben vous pouvez verser un salaire raisonnable à cette personne-là puis la prendre comme déduction fiscale. Ça, des fois, le gens, faut que ce soit raisonnable, on s'entend, là. Quelqu'un qui gère les courriels, on peut pas verser un revenu de 100 000 là. Mais si c'est raisonnable, on peut bien sûr déclarer un salaire à notre conjoint. Ça, c'est pour des gens qui sont incorporés, qui n'ont pas d'immenses compagnies, mais ça arrive souvent, là, qu'il y en a qui ont des petites compagnies, puis souvent, effectivement, dans le couple, les deux vont participer un peu. Ouais. Fait que tu peux verser, puis ça fait une déduction. Oui. Okay. Là, je reviens d'abord, je m'en vais pour quelqu'un qui va acheter une première résidence. Excusez-moi, là, je passe à droite, à gauche, mais je trouve ça le fun. Jean-Philippe, j'achète une maison là. Puis là, je voudrais faire un rap. Je veux retirer mon argent du REER. Oui. Attendez en janvier. Parce que si vous le faites tout de suite, dans 2 ans, vous allez commencer à rembourser le RAP. Il faut mettre un 15 ans dans le REER. Si vous attendez en janvier, vous venez de gagner une année. Dans 2 ans, on s'entend, là, on est en fin d'année. En janvier, on est en début d'année. Fait que tu sauves un an complètement. Complètement pour 1-2 mois. Là. Okay. Fait que sur un autre petit truc, encore là, des fois, c'est bien de peut-être faire des moves tout de suite, retirer, exemple, le CELI. Si vous savez, votre CELI, disons, est maximisé, si vous savez que l'année prochaine, en janvier, vous avez eu beaucoup de dépenses, les cadeaux, etc., vous allez avoir besoin d'argent, retirez tout de suite un montant du CELI. Et je m'explique. En janvier, je vous apprends peut-être une primeur de FM 93. Le CELI va monter de 7 000 $, donc ce sera pas de 6 500 comme cette année. Mais en plus du 7 000, vous allez pouvoir mettre le montant que vous avez retiré présentement. Si vous attendez à faire un retrait du CELI en janvier 2024, il va falloir attendre 2025 pour remettre ce montant-là. Okay. Donc, grosso modo, exemple concret, j'ai 50 000 $ dans mon CELI, je veux retirer 10 000 $ en janvier, je suis mieux à le faire tout de suite parce que dès l'année prochaine, je vais pouvoir mettre le 10 000 plus le plafond que j'ai pas cotisé. Donc, le retrait, je peux le recotiser. Si quelqu'un sent pour la période des fêtes, toi, il y a besoin, là, on parle, est le faire tout de suite qu'il y a d'attendre. Il y a plein de gens qui ont pas de revenus, là. On est en situation de grève comme on a rarement vu, puis je parlais que il y a des gens, qui essaient de se trouver des nouvelles jobs. Il y a peut-être aussi des gens qui vont aller puiser, justement, dans leur CELI, puis on les comprend. Ce que tu leur dis, c'est faites-le maintenant. Mettons que le conflit se règle, etc. Vous allez pouvoir éventuellement remettre cet argent-là dès le mois de janvier. J'ai bien compris. En plus du nouveau 7 000. Exactement. 7 000. À 7 000. 7 000, oui, exactement. Jean-Philippe, autre question sur le CELIAP. T'as accroché du monde avec ça. Je veux juste te dire. Puis moi, ma réponse à ces questions-là, je pense que selon ce que j'ai compris, c'est oui, mais je veux être sûr. On a une jeune fille de 18 ans qui nous écrit. Elle est étudiante, pas propriétaire encore. Le CELIAP, est-ce que c'est possible pour elle? Oui. Non, mais c'est ça. Oui. Donc, à partir de ce mode... si c'est célibataire et son conjoint n'est pas propriétaire, etc., sinon, oui. Tu peux te lancer direct dans le CELIAP, tu vas passer. Par contre, il faut faire attention, là, si la personne n'a pas de revenus imposables, cotiser au CELIAP, c'est comme un REER, dans le sens qu'on a un retour d'impôt. Donc, encore là, est-ce que c'est mieux le CELI, le CELIAP? Ça dépend du revenu imposable. Okay. Par contre, on peut cotiser au CELIAP, puis pas prendre tout de suite la déduction. La garder pour plus tard qu'on va avoir un plus gros revenu. Mais à 18 ans, mettons, en général, tu conseillerais-tu le CELI avant le CELIAP ou lequel des deux? Ça dépend du revenu, mais encore là, on pourrait cotiser au CELIAP puis attendre plus tard pour déduire si on n'a pas assez un gros revenu. Mais tu sais, moi, c'est pas compliqué. Quelqu'un qui dit, Jean-Philippe, je veux commencer à investir, etc. Moi, je pense tout de suite au CELI. Parce que la personne, on le sait pas, elle a peut-être un projet court terme, avoir besoin de retirer l'argent. On s'entend, le REER, CELIAP, le seul moyen qu'on peut retirer rapidement, libre d'impôt, c'est pour acheter une maison. Fait que si la personne n'a pas d'autre argent de côté, arrive un pépin dans la vie. Ouais, je comprends. Fait que moi, j'aime mieux qu'on... Tu vas y dire CELI avant. Tous mes clients, l'année, les prélèvements automatiques, on le met dans le CELI. Puis en fin d'année, là, on regarde, OK, mais là, on en prend combien dans le CELI pour virer dans le REER? Parce qu'on se garde au moins une flexibilité. Si on veut faire des retraits dans l'année, on peut le faire. Que dans le REER, ben là, on est coincé. Si on le retire, on s'impose. C'est pas avantageux. Ouais, j'ai déjà checké pour le fun, moi, les conditions pour retirer le REER ou etc. Surtout, là, il y a différents types de REER, je veux pas mêler, mais si on parle des REER des syndiqués, là, CSN, FTQ. Oui, moi, il y a des conditions. Ça, c'est ouais, c'est pas évident, là. Faut quasiment que tu sois dans la rue itinérant puis tu aies une passe j'exagère, mais pensez pas, je dis pas que c'est mauvais. Le retour d'impôt est assez spectaculaire des fois, là. FTQ, CSN, mais c'est pour le crédit d'impôt. Si on veut investir dans ces REER-là, c'est pour le crédit d'impôt. Sinon, on est mieux de cotiser dans notre propre REER. Exactement. Fait que, puis parce que justement, le retrait, un REER normal avec une institution financière, vous avez besoin de l'argent, vous le retirez, c'est juste que vous imposez. C'est tout. Fait parce que moi, j'étais assez jeune à l'époque, je commençais à travailler, j'ai un peu de revenus, j'en ai mis dans le fonds de solidarité du FTQ, j'avais eu un retour d'impôt, tout ça avait été positif. À un moment donné, je commence à travailler, ma situation est instable. Pour le fun, moi, c'est mon genre, parano un peu. Mais allez checker si je peux aller fouiller dans cette... Hey boy, j'aurais jamais pu toucher à ça, à moins de vraiment te retrouver dans
une situation précaire, là, oui, mais c'est pas juste, ces temps-ci, ce mois-ci, ça file pas, on va aller chercher un peu d'argent là-dedans, oublie ça, c'est beaucoup plus tough, là. L'autre point que je vais amener, on le sait, avec l'inflation, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont plus de misère, puis moi, qu'est-ce qui me touche beaucoup, c'est l'aide alimentaire. Oui. Ben, justement, quand on fait un don, on le fait pour notre cœur, parce que justement, c'est une cause qui nous touche. Mais veut pas, il faut que ça soit quand même gagnant pour la fiscalité. Il faut quand même avoir... oui, on a le droit. Sinon, oui. Non, mais donner, c'est jamais gagnant en fiscalité, mais l'impôt, il faudrait qu'il soit éliminé. Ben, c'est ça. Il existe des crédits d'impôt qu'on donne de l'argent. Fait que moi, encore là, je conseille de regrouper nos dons. Quelqu'un qui donne en bas de 200 $ dans l'année aura pas tant d'avantages fiscaux. Quand on dépasse le 200 $, là, le taux auquel c'est calculé, c'est le taux marginal. Donc là, on vient clairement d'éliminer l'impôt qu'on a donné, dans le fond. Fait que c'est pour ça que je dis souvent de regrouper. Puis ça, je parle dans le sens conjointe, là. Vous pouvez regrouper en termes d'années, mais aussi, si votre conjoint a donné 150, vous avez donné 50, ben, mettez ça juste dans une déclaration des deux. Comme ça, le retour va être beaucoup plus important. OK. C'est ça, je veux dire. En bas de 200, ça paraît pas vraiment. Ben, ça paraît, mais c'est encore plus avantageux de 200. Fait que moi, j'aime mieux attendre qu'on ait dépassé 200 $ avant de le mettre dans ma déclaration officielle avec les reçus. Et on sait que c'est le temps des fêtes. Les besoins sont encore plus grands, que ce soit en termes alimentaires ou autre. Ouais. Si je comprends bien, si je veux avoir mon retour aussi, si j'ai à faire un don, je suis peut-être mieux de le faire là plutôt qu'au mois de janvier ou février. Ça, c'est clair. Un autre point, comme on vient de dire tantôt. Non seulement le timing est meilleur pour le besoin des gens, parce qu'on donne surtout pour ça. Oui. Je sais que les gens, vous le faites pour les bonnes raisons, mais on se privera pas du retour que le gouvernement nous donne. Là, regarde, c'est là. Fait que si tu le fais maintenant, tu vas avoir ça pour au mois de mars. Oui. Jean-Philippe. Oui. Bon, si j'ai investi, je lis des oui, c'est le fun, les gens participent. Si j'ai investi, disons, 50 000 $ dans mon CELI en action il y a quelques années, la valeur est maintenant de seulement 10 000 $. Est-ce que, comme un retrait, est-ce possible de remettre le 50 000 ou c'est perdu? Bon, le 50 000, si je comprends bien la question, a diminué de valeur, puis aujourd'hui, il est rendu 10 000 $. C'est ça. Bon, on a fait des mauvais choix, malheureusement, d'investissement dans cette situation-là. Malheureusement, si on retire l'argent, on va juste pouvoir remettre le montant, donc 10 000 $. OK. OK. La perte. Le CELI, il faut faire extrêmement attention. Le CELI, là, c'est un abri fiscal pur et simple. Ça n'existe pas dans les autres pays. J'ai fait de l'étude, là. Il n'y a aucun CELI qui existe dans d'autres pays. C'est juste ici au Canada. Puis c'est pour ça que si on a dans notre CELI, disons, des actions américaines, on reçoit un dividende, ça se peut qu'on ait de l'impôt à payer dans d'autres pays. Puis ça n'existe pas. Il n'y a pas de convention pour le CELI. Mais tout ça pour dire que le CELI, quand ça gonfle, j'ai déjà vu des CELI de 150, 200, 300 000, ça existe. Parce qu'ils ont fait beaucoup de rentabilité, beaucoup de profit. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que ces gens-là peuvent ressortir, disons, leur CELI de 300 000 cette année, puis le remettre l'année prochaine. Ça, c'est wow. Mais l'inverse est aussi vrai. Dans cette situation-là, on va retirer 10 000, on va juste pouvoir mettre le 10 000, on a perdu un 40 000 dans le fond. Donc, est-ce que, je vais juste poser la question, dans un cas comme ça, là, je connais pas tout le portrait financier, l'argent que tu mets dans le CELI, là, s'il est passé de 50 à 10 000, j'en déduis que c'était assez risqué, son affaire. On est peut-être mieux, dans certaines situations, d'être un peu plus conservateur dans le CELI. Est-ce que j'ai raison? J'aime le réflexe. Moi, j'aime mieux être plus conservateur dans le REER. Parce que peu importe que tu fasses de l'intérêt, du gain en capital ou des dividendes, on s'en fout. Le REER, c'est quoi? Quand je retire $1, je m'impose sur $1. Oui. Fait que moi, j'aime mieux dire, ça, c'est pour mon long terme, je peux mettre plus PayPal dans mon REER. Ouais. Le CELI, je veux qu'il gonfle. C'est un abri fiscal. Ouais, fait que si par on contre, veut qu'il gonfle, faut que je prenne des risques. Je vais prendre des bons risques. Okay. Si je pense que c'est un risque, dans le sens que ça risque vraiment il y a beaucoup de risques dans ma phrase, mais si je vois que le titre a des chances vraiment de diminuer énormément, là, je vais le mettre hors REER, hors CELI. Parce que justement, on l'a dit tantôt, dans le non enregistré, je peux prendre des pertes en capital. Oui. Fait que c'est sûr que je vais favoriser ça. Fait que moi, tout ce qui est plus, qui rapporte du gain en capital, donc des actions, disons, je vais essayer de mettre ça plus dans le non enregistré. Oui. Parce qu'on le sait, le gain en capital, c'est imposable à 50 %. Dans le CELI, j'ai pas cette exemption. Tout est exempté. Dans le REER, que je fasse n'importe quoi, je sais que je vais m'imposer sur $1 au retrait. Mais pour passer de 50 à 10, il était pas d'un fonds commun. Il est allé dans les actions, je respecte ça, c'est sûr, puis ça arrive, ça peut même être pire que ça. Alors que s'il avait choisi une stratégie, mettons, des fois, je le sais, là, on a des affaires un peu plus risquées dans un portefeuille, mais tant que t'es dans les fonds, c'est pas si pire. CELI, c'est toujours libre d'impôt, mais une petite exception, là, si on fait du day trading, donc je sais pas si la personne fait du day trading, vous allez me dire c'est quoi ça, Jean-Philippe? Quelqu'un qui trade, qui fait des ventes, des achats d'actions en continu. Oui. Ça peut faire mal parce que le fisc aime pas ça qu'on fasse du day trading. Dans ça peut être considéré comme du revenu d'entreprise. Donc, là, vous allez me dire, c'est qu'à quelle fréquence? Il n'y a pas de fréquence. La fiscalité, c'est tout le temps une zone grise. Hein? Il y a la loi de l'impôt, puis l'interprétation, tout ça. Mais en fait, là, si on fait beaucoup de mouvements, c'est marché boursier dans votre CELI,
faites attention. On a tout le temps pour une dernière? Assurément. Bon, Jean-Philippe, ma fille de 17 ans a reçu 17 000 de REE de Samarène. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? REER ou CELI? Elle a reçu dans le fond... 17 ans. Elle a reçu un REA de Samarène. Samarène avait placé de l'argent pour elle dans un REA. 17 ans, 17 000. 17 000 à 17 ans, c'est beaucoup. Je suis un peu surpris. Je vais aller plus général parce que faudrait voir la situation vraiment, comment on peut retirer 17 000 du REE à 17 ans. Mais en fait, là, quand on reçoit du REE, c'est l'enfant qui reçoit les subventions, les intérêts. Donc, c'est l'enfant qui s'impose là-dessus. Généralement, un enfant postsecondaire n'a pas nécessairement de grands revenus imposables. Le capital qui a été mis retourne aux parents ou à la personne qui a investi dans le REE. Fait qu'elle, elle peut décider si elle veut le donner à l'enfant, elle peut. Ça dépend encore. Un enfant mineur, on peut pas toucher au CELI. CELI, c'est 18 ans. Ah, OK. Donc, ça règle la question. Deuxième point, le REER, faut avoir travaillé. Fait que si on a travaillé, on a des droits au REER, on peut cotiser au REER. Encore là, mon seul point, c'est prenez peut-être pas la déduction fiscale cette année-là, parce qu'à 17 ans, tout dépendant, je sais que maintenant, beaucoup de jeunes personnes travaillent, mais ça dépend tout le temps du revenu imposable. OK. Un petit point, je veux juste terminer là-dessus, avant de parler du webinaire, mais en fait, là, une chose qu'on sait peu, puis que j'ai appris récemment, puis je trouve que c'est bien pour engager. On parle beaucoup du tramway, du transport collectif. Si un employeur, si vous m'écoutez, là, puis vous êtes un employeur, je ne sais pas si vous savez, mais si vous remboursez, vous payez les passes d'autobus de votre employé, bien, vous allez pouvoir déduire le double. Hein? Ouais. T'es pas au courant de ça? On n'entend pas parler de ça. Mais, puis, il y en a masse qui le font. Ouais. J'en connais, honnêtement, surtout en pleine pénurie de main-d'œuvre, qui ont ajouté ça à leur attractivité. Tu sais, gars, si vous venez chez nous, je vous rembourse, je vous paye vos passes d'autobus. Non, surtout t'as des endroits, des parcs industriels ou ailleurs, etc., qui sont bien desservis, d'autres moins. Alors moi, comme mettons que je bosse puis je paye mes passes du RTC à mes employés. On peut déduire le double. C'est gagnant-gagnant, les employés sont contents, vous encouragez l'écologie. Oui, l'économie verte, tout ça, etc. En même temps, vous venez réduire un peu votre facture fiscale. C'est pas des grosses économies, mais quand même. Alors, regarde, on a fait juste, je sais pas combien de temps, imaginez un webinaire, c'est ce soir. Il y a des questions qui rentrent, il y a des gens, c'est gratuit. C'est gratuit, les amis. Il faut juste s'inscrire parce que on veut pas avoir un nombre trop élevé pour justement garder de l'interaction, poser des questions. Je sais que tu as un fiscaliste avec toi en plus ce soir. Bruno, oui. C'est 18 heures. Webinaire, faites ça de chez vous, comme vous faites là, au 25226. Ça peut être dans votre entreprise. Puis il n'y a pas de caméra d'affiché. Nous, vous nous voyez, mais nous, on vous voit pas. Là. Exactement. Fait que pas besoin de se mettre chic ou de se coiffer ou etc. Là. On s'inscrit au 418-681-4357. C'est la seule condition. Il faut être inscrit 681-4357 et c'est gratuit. Ou sur jean-maurice-vézina.ca également, on peut s'inscrire en ligne. Puis on répond à vos questions. Donc, s'il y a des questions qui ne sont pas répondues durant le webinaire, moi, je reste tout le temps à la fin pour répondre à vos questions. Puis je le dis, il n'y a pas de mauvaises questions, il y a juste des réponses stupides. Jean-Philippe Vézina, merci beaucoup. Merci à vous. On va parler.